Alors bienvenue à notre table ronde créativité innovation. Donc avec cette table ronde, on a voulu vous offrir un nouveau type de contenu. Vous l'avez peut-être vu ce matin, OVH a 15 ans, OVH met le client maintenant au centre de toutes ses préoccupations et OVH aussi s'ouvre à des réflexions différentes, à des expertises nouvelles. Et donc j'ai la joie d'avoir avec moi aujourd'hui Stéphane Hugon, sociologue, spécialiste des technos quand même. Alain Fiocco de Cisco. Bonjour. Il vous manque un micro? Non, pardon, alors si, c'est un peu embêtant. Est-ce qu'on peut avoir un quatrième micro, s'il vous plaît? Oui? Julien Lecourt de chez Ernst & Young, qui est spécialiste de l'innovation aussi. Vous êtes chargé de mission innovation, c'est ça, direct? Chargé de mission innovation et du financement de l'innovation. Absolument. Bonjour. Et puis, nous avons également avec nous Lionel Dame. Bonjour. Qui est le fondateur de l'agence digitale On prend un café, qui est un célèbre community manager. Qui fait beaucoup de marketing social en tout cas. Voilà. Ok. Ça marche pas. Super. Ok. Bon. On est vraiment toutes les deux les chances avec nous aujourd'hui. Stéphane, pour commencer, j'aimerais bien que vous nous présentiez un petit peu, que vous cadriez le sujet, parce que créativité et innovation, c'est quand même assez vaste. Et j'aimerais bien qu'on puisse un peu cadrer tout ça. Oui, alors effectivement, on peut jouer sur les mots. Innovation, créativité, il y a évidemment une différence. Je crois que moi, ce que je peux apporter en tant que sociologue, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe des gens, essentiellement, qui observe les gens, c'est de parler de la technologie et des processus d'innovation de la technologie, non pas seulement dans ce que la techno pourrait faire de manière hypothétique, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ce que les gens en font réellement, ce qui est souvent beaucoup moins. Moi, dans une vie antérieure, j'ai beaucoup travaillé pour un gros éditeur de logiciels, et mon job était de chercher le standard de fait. Et c'était souvent très peu le standard de fait. C'est quelques pourcents de ce que pourrait nous offrir la machine. Et ça peut être une première entrée entre ce qu'il y a dans l'imaginaire d'un ingénieur et ce qu'il y a dans la pratique réelle contingente de l'utilisateur. Sachant que l'utilisateur, il n'a pas toujours, voire presque rarement, la compétence, la formation, ou tout simplement le temps de s'approprier la techno. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va projeter sur la techno ce que lui voudrait qu'elle lui fasse. C'est donc un processus d'innovation par l'usage, comme on dit beaucoup en ce moment. C'est peut-être ça, finalement, une des manières de comprendre la différence entre l'innovation, entre la créativité et l'innovation. La créativité, c'est la bonne idée qui existe quelque part dans l'imaginaire d'un créateur, dans les serveurs d'une belle entreprise. Et l'innovation, c'est quand cette belle idée a rencontré le public. Vraiment au sens... l'idée de la rencontre, c'est quelque chose de fort. Ce n'est pas seulement l'idée qu'il y a un style qui passe, etc. C'est une appropriation. Voilà. Et dans mon métier, c'est ce qu'on me demande toujours. On me demande comment réduire le temps d'appropriation de notre service par les utilisateurs. Comment réduire le time to market pour que mon offre soit comprise par l'utilisateur. Et comment réduire ce temps qui est en général, et je crois que ça va être développé à cette table, pour accéder à cette masse critique d'utilisateurs qui permet de générer l'économie, qui va enfin permettre de faire décoller l'appli, ou le logiciel, ou l'offre. Donc voilà, ça peut être ça finalement, la différence entre la créativité et l'innovation. La créativité, c'est une très belle idée dans un coin, mais qui est encore in vitro, si je puis dire. C'est, vous savez, la belle idée telle qu'elle devrait exister sur le marché, sous condition d'appropriation, de compréhension par les utilisateurs. Et donc, l'innovation, qu'est-ce que c'est? C'est une fois que l'utilisateur final, quel qu'il soit, va s'approprier l'offre, éventuellement il va la détourner, éventuellement il va la transformer, éventuellement il va l'associer à quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Donc l'innovation, c'est un résidu, c'est ce qui reste une fois qu'on a tout donné et que, par processus d'innovation ascendante, là, finalement, le public s'en est emparé et fait du sens. C'est important, je crois, de parler de valeur perçue des offres. Et on vit un moment qui est à la fois tragique et passionnant.
Pourquoi? Parce que, vous le savez mieux que moi, pendant très longtemps, il n'y avait que les ingénieurs qui savaient de quoi on parlait quand on parlait d'informatique au sens large du terme. Aujourd'hui, la techno, elle est partout. Le marché, fondamentalement, il s'est démocratisé et du coup, il faut comprendre comment fonctionnent les utilisateurs, les écouter, leur donner de la place, cartographier l'imaginaire des utilisateurs, non pas pour le plaisir de faire de la socio, mais pour gagner du temps pour que l'offre soit comprise et fasse l'objet d'une appropriation massive. Voilà. Et je voulais juste finir ce premier point par un terme sur lequel on a discuté avec Sophie, c'est le thème de l'affordance. Vous connaissez probablement ce terme d'affordance. Moi, c'est mes étudiants designers qui me l'ont appris. L'affordance, c'est la qualité d'une offre ou d'une interface à trouver sa place dans le quotidien et dans le parcours de l'utilisateur avec zéro pédagogie et zéro formation. Je finirai par une toute petite anecdote. Dans mon métier, j'observe beaucoup, notamment les jeunes. Et une chose qui m'a marqué il y a quelques années, c'est que quand vous donnez une tablette ou un logiciel ou n'importe quoi à un jeune dans le domaine du digital, il commence par jeter le mode d'emploi. Ça veut dire tout ce que vous avez voulu qu'il fasse avec votre machine, ce n'est pas ça qu'il va faire. Il va projeter son propre imaginaire sur la machine. Et si la dimension d'interface n'est pas porteuse de sens, vous avez peut-être la meilleure machine du monde, mais si en face, l'adolescent ne l'a pas compris, vous avez perdu le marché. Vous aviez, quand on a discuté, illustré aussi votre propos avec les pavillons et la domotique. Oui. Je trouve que c'est un exemple qui permet de comprendre assez justement comment une innovation peut être formidable, mais ne pas du tout entrer en résonance avec les besoins des gens et du coup être un fail absolu. La domotique, c'est un marché passionnant parce que, d'abord, le mot domotique est un mot maudit. Parce que la domotique, elle est prête depuis les années 60. Et pourtant, ça ne marche pas. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas cette rencontre, il n'y a pas d'appropriation. Et l'un des exemples qui est un peu difficile, c'est un grand opérateur télécom qui fait une offre commune avec un fabricant de pavillons, plutôt moyenne gamme, moyenne sup, si je puis dire, et qui décide de faire la maison intelligente. Et sur le papier, tout est parfait. Et dans les tests, tout est parfait. Sauf qu'une fois que le dispositif est lancé, finalement, c'est un échec commercial. Pourquoi ? Parce que finalement, dans l'analyse, dans la construction de l'offre, ils avaient oublié d'intégrer la culture de l'utilisateur, les interfaces de l'utilisateur. Ils avaient oublié de donner de la place à leur utilisateur. Et du coup, voilà, la question de l'interface, la question de l'affordance, la question de la compréhension du public doit être intégrée en amont de phase. Vous savez, c'est, dernier exemple peut-être, mais le concours Lépine, concours extraordinaire, avec des machines techniquement très avancées, avec des modèles économiques qui devraient fonctionner, mais dont on dit parfois malheureusement qu'ils ne rencontrent pas leur public. Et ce qui est dommage, c'est que toute la valeur intrinsèque de la machine, elle se réduit parfois à sa surface, c'est-à-dire la manière dont les gens comprennent l'innovation. Ce que les gens font de votre service, c'est votre service. Et cette espèce de lâcher-prise, il n'est pas facile pour nous qui sommes des faiseurs, dans l'imaginaire de l'ingénieur, dans l'imaginaire du business à l'occidental. On est des producteurs, on est des faiseurs, on a une espèce de fascination pour le marketing de l'offre. Aujourd'hui, peut-être qu'il faut apprendre, dans ces moments un peu particuliers, il faut apprendre à donner de la place à l'utilisateur, l'observer, cartographier, trouver les points d'entrée pour faire avec lui et non pas pour lui. Voilà, je sais que ça réveille déjà des éléments Vous voulez réagir chez mes coreligionnaires. Le meilleur exemple du concours Lépine, c'est les cereuses à salade. Il ne marche pas. Non, je disais que le meilleur exemple d'invention au concours Lépine, c'est les cereuses à salade, qui a trouvé son public. Oui, mais moi du coup, c'est des choses qui me parlent énormément, c'est de savoir écouter aujourd'hui ce que les utilisateurs vont pouvoir raconter sur les réseaux, ce qu'ils peuvent raconter de manière hyper naturelle. Tu parlais justement de trouver en fait son marché et du coup de trouver ses utilisateurs. Nous, typiquement, dans les approches que l'on peut avoir justement sur les innovations et sur ces écoutes de créativité, c'est d'essayer de comprendre aujourd'hui par rapport à des marques, par rapport à des produits qui peuvent, on va dire, exister, c'est de comprendre ce qu'un utilisateur voudrait encore en plus, simplement en écoutant ce qu'il raconte au quotidien. Là, vous êtes, j'imagine, en train de tweeter depuis tout à l'heure, j'espère, sinon il faut le faire, hein, mais voilà, on a là...
N'hésitez pas avec des hashtags et tout, c'est bien. Non, mais c'est hyper important parce que finalement, aujourd'hui, toute cette donnée existe réellement. Cette donnée, elle est exploitable et c'est grâce à cette donnée que l'on va réussir également, au moment de faire réellement évoluer une innovation, réellement faire passer une idée d'une idée de créativité en soi, justement à une innovation. Pourquoi? Parce que l'innovation va rencontrer réellement un public. Et ce qui se passe, j'adore l'idée de quand je reçois une tablette finalement, ou les gamins quand reçoivent une tablette se foutent complètement du manuel d'utilisation. D'ailleurs, vous faites tous la même chose avec vos voitures. Qui a déjà eu un mode d'emploi d'une voiture? Jamais su. Mais c'est très drôle justement de voir, par l'écoute et par la compréhension des attentes des utilisateurs qui sont naturellement exprimées aujourd'hui, comment je vais pouvoir réellement lui apporter un plus. Et c'est mine de rien ce plus qui pour moi fait une innovation. Parce que la marque n'aura pas eu besoin ou le produit n'aura pas eu besoin d'être complètement révolutionnaire en soi, parce que pour moi, l'innovation, ce n'est pas forcément une révolution, mais c'est réellement qui vient répondre à un nouveau besoin. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est le point qui m'intéresse le plus dans les écoutes que je peux faire sur le web. Et justement, à ce sujet-là, tu m'avais donné un exemple, donc tu t'es pas chargé personnellement, mais qui t'avait semblé intéressant à relever. Ouais. Je ne sais plus exactement quelle banque en ligne c'est. Vous savez, il y a eu les nouvelles applications qui sont sorties de banques à partir de téléphones mobiles, sur lesquelles je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Soon ou Hello Bank, enfin bref. Pour le coup, le coup de Soon a été lancé sur les réseaux, enfin a été lancé sur le web, mais sans réellement savoir quel était le service exact qu'il allait y avoir derrière. Et en fait, c'est par l'écoute et c'est par la compréhension des attentes des utilisateurs sur ça a l'air génial, qu'est-ce que ça pourrait être, j'aimerais bien avoir ça. Et finalement, le produit s'est co-construit réellement au fur et à mesure du temps par simplement un début de projet, en soi une idée, je dirais presque d'un créateur. Et après, c'est l'écoute des usages, ou tout du moins tous ces utilisateurs qui ont donné potentiellement un usage, qui a permis d'améliorer une application, d'améliorer un service. Et du coup, il se passe quoi à la réelle sortie du produit? Finalement, l'utilisateur l'utilise de manière naturelle parce que ça correspondait en partie, on va dire à 80 ou 90% potentiellement de ses attentes, parce que ces attentes ont réellement été écoutées, non pas par un panel utilisateur de 30 personnes que je réunis autour d'une salle, mais finalement par un volume global d'écoute et parfois peut-être de concurrents, ou parfois peut-être d'autres clients qui sont dans d'autres banques et de se dire tiens, eux ils n'ont pas parlé de moi, mais finalement, tiens, c'est quelque chose sur lequel je n'arrive pas aujourd'hui moi à répondre, mon concurrent n'arrive pas à y répondre, mais finalement c'est un vrai problème qu'il a soulevé. Comment je peux potentiellement y répondre? Donc c'est vraiment pardon, allez-y. Non, je vous disais, c'est vraiment le client qui est au centre de la démarche créative en ce moment, quoi. Pour moi, je suis peut-être très extrémiste aussi sur ce travail, sur l'écoute des communautés et des usages. Mais oui, je reste qu'aujourd'hui, n'importe quel créateur, que ce soit chez Cisco ou chez n'importe qui, on peut prendre n'importe où. Mine de rien, l'objectif, il est de coupler, à mon sens, la logique entre ce qu'un utilisateur peut rêver, ce qu'un utilisateur est capable d'exprimer et le savoir technique que peut avoir une entreprise. Si je ne mets qu'en avant le savoir technique d'une entreprise, je ne vais pas forcément répondre à l'usage de l'utilisateur. Tu en parlais très très bien. En même temps, je ne peux pas répondre à 100% de l'usage de l'utilisateur non plus, parce que finalement, je ne vais pas mettre en avant ma créativité technique. Exact. Et c'est réellement à mon sens, et Stéphane en parle très très bien de ça, parce que là, je ne voudrais pas non plus lui prendre ses mots, mais c'est réellement pour moi, c'est en écoutant des usages, en écoutant ce que des utilisateurs peuvent dire qu'on va réellement améliorer ça. Octave l'a très bien dit, et mine de rien, si aujourd'hui vous avez déjà essayé de tweeter avec Octave sur Twitter, vous vous rendez compte que, il répond, qu'il est présent, mais finalement, il écoute également ses clients. Donc on est dans cette démarche d'écouter des conversations qui ne vont pas forcément amener à la création d'un produit, mais peut-être à une détection d'une problématique, et donc potentiellement d'une réponse possible sur un prochain produit, et donc sur potentiellement une nouvelle innovation. Alain, vous vouliez ajouter quelque chose? Ce que je voulais dire simplement, c'est que tout ça c'est possible parce qu'il y a aussi des technologies de développement et des méthodologies de développement qui ont beaucoup évolué au cours des 15-20 dernières années. Quand on développe un produit, alors moins dans un environnement B2C, moins à destination du consumer, mais quand on développe des produits qui sont vendus à des entreprises ou à des business, ce qui se passait précédemment, c'est qu'on définissait une spec, on respectait des standards, on avait un processus de développement qui était assez long pour arriver à un résultat qui était des fois déconnecté du besoin client d'origine. Depuis quelques années, on a beaucoup changé ça et on travaille par itération. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais il y a des méthodologies de développement qui ont évolué d'un système waterfall, donc chute d'eau, où on était très séquentiel, à des systèmes agile qui permettent d'avoir des deliverables qui sont beaucoup plus courts, qui permettent d'avoir du feedback, qui permettent d'avoir de l'opinion de l'utilisateur immédiatement, qui est directement impliqué dans le processus, et ensuite de modifier ou d'améliorer et de continuer sur l'étape suivante avec l'input de la première étape. Et donc,
au total, peut-être qu'on met autant de temps pour délivrer le produit, mais la bonne nouvelle, c'est que quand il arrive sur le marché, il correspond exactement aux besoins parce qu'il a été révisé au fur et à mesure du processus de développement. Et ça a changé assez fondamentalement la façon dont on passe d'une idée à un produit. Parce qu'on est beaucoup plus itératif, on est capable de changer de chemin en cours de route, et on n'est pas prisonnier d'un processus de développement très figé et très séquentiel. On a beaucoup gagné en souplesse et en souplesse et en adaptabilité du produit à la demande. Et c'est vrai pour tout, hein. On parlait tout à l'heure d'infrastructure. Quand on développe les très gros routeurs, on implique dans ces processus de développement des grands clients, en général avec qui on est proche, dont OVH avait fait partie de ça, je pense qu'Eric Greffier en a parlé tout à l'heure, qui nous permettent d'avoir de l'input directement des clients. Alors on fait ça pas avec les réseaux sociaux, parce que c'est pas forcément adapté, mais avec des mécanismes des advisory boards, des meetings réguliers avec ces grands clients qui nous donnent du feedback au cours du processus. Restons sur votre exemple, parce que Cisco est quand même un cas très particulier. Ça fait 30 ans que Cisco est leader sur son marché, innove sans cesse. Et je crois que les concurrents que vous aviez au début ont totalement disparu. Est-ce que vous m'aviez... Hein? Oui. Et donc j'ai envie de demander, mais quelle est votre recette magique? Je sens qu'on va arriver vers des analogies de dinosaures qui s'adaptent. Mais ce qui est vrai, ce qui est tout à fait vrai, c'est que, j'allais dire, tous les 5 ans, on a de nouveaux compétiteurs qui émergent pour des raisons diverses et variées sur différents marchés. Et que ceux qui existaient il y a 30 ans, quand on a démarré, n'existent plus. Il y a 25 ans, n'existent plus. Il y a 20 ans, ont été rachetés. Il y a 25 ans, existent peut-être, mais sous une forme différente. Et nous, on est toujours là et on avance toujours. Je pense qu'il y a deux... Je ne pense pas qu'on ait une recette miracle, mais il y a 2 choses que l'on fait... je ne dirais pas de façon naturelle, parce que ce n'est pas naturel, mais il faut l'accepter. C'est, d'une part, on n'hésite pas à se cannibaliser nous-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un produit existe sur le marché et marche bien qu'il ne faut pas, je ne dirais pas l'arrêter, mais amener un produit qui va éventuellement cannibaliser le business du premier produit. Parce que si vous ne vous cannibalisez pas, quelqu'un le fera, la compétition, et donc il vaut mieux s'auto-cannibaliser, être en compétition en interne plutôt qu'avec l'externe, première chose. Et en général, ça se termine par une transition technologique, hein, d'un produit en fin de vie vers un nouveau produit. Donc ça, on le fait de façon volontaire, et ce n'est pas naturel, il faut que ça rentre dans le processus. Et la deuxième chose, c'est qu'on essaie toujours... On a à l'intérieur de Cisco des mécanismes, alors je ne dirais pas de start-up interne, parce que ce n'est pas tout à fait vrai, mais on a la possibilité en fait, de créer des équipes qui vont travailler sur un produit, qui éventuellement est un peu soit innovant technologiquement, soit innovant dans le process, soit innovant dans le cost of goods, et ainsi de suite, hein, qui permettent en fait un peu de tester le marché et d'arriver sur le marché avec un produit différent de celui qui existait précédemment. Et la dernière chose qu'on fait, c'est qu'on n'hésite pas, même si on a un produit en interne, à aller acheter une société qui fait un produit mieux ou concurrent, quitte à tuer celui qui est en interne. Je parlais de cannibalisation, des fois c'est pas en interne que la cannibalisation arrive, c'est avec des produits ou des technologies achetées. Maintenant, j'aimerais qu'on s'interroge autour de la bonne idée. Comment on repère une tendance prometteuse? Comment on trouve la bonne idée? Julien, alors, oui. La bonne idée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce matin, j'étais avec le DG de Facebook et on a eu l'occasion d'échanger justement sur la notion d'innovation, la notion de comment identifier une bonne idée. Et nos échanges sont revenus un petit peu à des choses plus fondamentales, plus conceptuelles. Et on s'est reposé la question de finalement une idée, c'est quoi? Et on est arrivé au constat que c'est un assemblage, alors ça va être très conceptuel, hein, mais c'est un assemblage astucieux finalement de bons ingrédients, ou du moins une construction issue de l'apprentissage. Alors quand on dit apprentissage, je rejoins un petit peu ce que vous évoquiez, parce que l'apprentissage c'est avant tout du test, de l'essai-erreur, et avec des cycles courts. Donc c'est avoir une organisation derrière de façon à être plutôt flexible. Après la question c'est finalement, entre une idée et une bonne idée, comment on fait? Il n'y a pas de recette miracle. Une bonne idée ne naît pas une bonne idée. Une idée devient une bonne idée à partir du moment où, finalement, elle se retrouve dans des conditions particulières et qu'elle est issue d'itération.
Donc ça rejoint encore le point qu'on avait évoqué. Et le troisième point qui est intéressant, qui revient sur ce que tu disais, c'est se trouver, c'est penser à l'usage. Et donc finalement, la bonne idée, c'est quelque chose qui à un moment ou un autre augmente les points de contact. Donc c'est ses clients, ce sont ses utilisateurs, mais ça peut être aussi les fournisseurs, qui peuvent être une source d'innovation importante. Du moins, c'est un écosystème, et c'est la tester. Et la tester, c'est pas la remettre en cause, c'est l'enrichir, c'est l'abonder. Donc ça, c'est la notion d'idée, déjà, qui est un point important. Et l'autre point où je rejoins ce que vous évoquiez, c'est sur la notion d'innovation. Je suis très vigilant sur la notion d'innovation, j'aime bien parler de vision. Et en fait, la vision d'innovation, elle a deux composantes. La première rejoint la notion d'usage, c'est quelle valeur ajoutée je vais apporter à mon client. Parce que s'il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de création de valeur, il n'y a pas de monétisation. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est finalement, au-delà de cette monétisation, c'est d'avoir un business model, d'avoir quelque chose qui corresponde à ce besoin. Donc ces deux composantes-là sont vraiment intimement liées. Donc la valeur ajoutée, et derrière, c'est créer des fonctionnalités qui renforcent cette valeur ajoutée et les rendre économiquement viables. Alors moi, je vais avoir une approche qui est un peu différente. Pour moi, la bonne idée, c'est celle qui reste. Ce qui est plus important, c'est de tuer les mauvaises idées. D'accord ? Donc en général, quand on a 10 idées, il y en a une de bonne ou deux, et il y en a 8 qui ne sont pas bonnes. Et la plupart du temps, on perd du temps, de l'énergie et de l'investissement à essayer d'amener sur le marché 8 idées qui sont mauvaises. Donc je pense que ce qui est le plus important dans l'émergence d'une bonne idée ou d'un bon produit, c'est d'avoir tué les 8 suffisamment tôt pour pouvoir se concentrer sur celles qui fonctionnent. Et donc laisser tomber quelque chose, c'est aussi important que de trouver une bonne idée. C'est souvent comme ça c'est celle qui émerge, quoi, qui est la bonne. Hein. Les autres, on les oublie, en général. On les oublie, mais ça fait partie d'un ça fait cycle partie du d'apprentissage, cycle, bien sûr, etc. bien sûr. Donc tuer les mauvaises idées, c'est process. fondamental. C'est un process. Je crois que ça c'est très juste et ça correspond aussi à des cultures d'innovation qui sont différentes, en particulier en France et sur d'autres pays. On voit bien qu'en France, on a, nous, des processus d'innovation qui sont animés par un imaginaire du perfectionnisme. Et alors qu'on le voit chez d'autres... alors, parlons pas seulement du système à l'anglo-saxonne, mais moi je connais un petit peu le Brésil parce que j'enseigne à São Paulo aussi, et je vois dans des écoles de design des jeunes designers, je pense à Porto Alegre par exemple, qui sont dans les cycles courts, exactement, hein, les cycles que tu as évoqués, cette espèce d'agilité, et eux, ils sont dans cette culture du quick and dirty prototyping, et ils n'ont aucun problème à présenter à leurs clients, à leurs profs, à leurs responsables, un truc qui est vraiment sur un bout de table. Une bonne idée, si elle est testable, c'est déjà de l'intelligence. Et du coup, ce processus, pour la même idée, une fois qu'elle est, au bout d'un certain temps, ceux qui sont dans cette culture de l'urgence, du cycle court, mais ils l'ont testé 20 fois. Alors que dans notre culture un peu apollinienne, comme ça, un perfectionniste, de vouloir bien faire et d'amener quelque chose de propre avant de le proposer à des gens, que ce ne soit pas seulement nos clients, mais aussi notre hiérarchie, on essaie de bien faire finalement, et à bon escient. Hein. Mais du coup, ça ralentit ce cycle de... Voilà, sans parler bien évidemment de tout ce qu'on a dit sur l'échec cuisant que peut représenter justement l'échec en France. C'est-à-dire qu'on supporte assez mal l'échec, on ne supporte pas de rebondir sur des choses qui n'ont pas fonctionné. Oui, moi j'ai vécu quelques années dans la Silicon Valley, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que se planter, à la limite, ça fait partie de l'expérience et c'est valorisé, même dans les créateurs d'entreprises sont valorisés s'ils ont déjà fait des expériences malheureuses et qu'ils ont planté une ou deux petites entreprises avant de réussir. L'autre chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que moi je travaille dans un grand groupe, un industriel, et donc l'itération, le test, c'est pas toujours possible. Les cycles ne sont pas les mêmes. Hein. Quand on met en route le design et la fabrication d'un ISIC qui est dédié à faire du très haut débit dans le cœur de réseau, on ne peut pas faire 10 itérations et chaque fois qu'on en fait une, ça prend 18 mois pour respiner un ISIC. Donc il faut mettre ça en balance, ça dépend des marchés, ça dépend des publics,
Ça dépend des clients, effectivement, sur le consommateur, sur l'application. Les cycles sont beaucoup plus rapides que quand on fait de l'infrastructure. Mais les principes sont les mêmes. C'est juste la cloque n'est pas à la même vitesse, quoi, hein. Au lieu de ticker toutes les 10 millisecondes, elle tique toutes les minutes. Mais sinon, les principes sont les mêmes. Oui. Non, allez-y. Oui, non, et ça, je crois que c'est effectivement une question de rythme industriel, mais je crois que c'est aussi une question de culture. C'est une question de culture, c'est une question de culture managériale, c'est une question de culture de l'innovation. C'est pour ça que c'est aussi différenciant de ce qui se passe dans les entreprises françaises et dans les entreprises, disons, de culture étrangère. Et tu parlais de perfectionnisme, en fait, parce qu'on parle de la bonne idée, mais parce que je vois, parce que je refais toujours le lien avec ce que j'ai vu d'Octave juste avant, mais la bonne idée, mine de rien, elle a une durée de vie, et la problématique en France, quand tu parlais de perfectionnisme, c'est qu'une bonne idée doit durer forcément longtemps, ou ça doit être, une fois qu'elle est là, on a mis du temps pour la développer, donc maintenant c'est bon, elle doit s'implanter, mais pas forcément. Enfin, moi, la vision que j'en ai, c'est que, alors en effet, quand on fait de l'infrastructure, il vaut mieux qu'elle dure un petit peu de temps quand même. Là, on est bien d'accord, je remets, ce sont deux processus complètement différents en soi. Mais aujourd'hui, la bonne idée en soi, elle n'est pas forcément, pas forcément vouée à vivre pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans aussi. La bonne idée doit répondre peut-être à un usage très court, parce que j'ai eu un besoin très court, ou j'ai détecté un besoin très court sur des utilisateurs, et si c'est la bonne idée qui y répond pour, je ne vais pas vous dire pour 3 jours, parce que ça va être un petit peu compliqué en effet en termes de développement, mais qui va y répondre pour les 12 ou 18 prochains mois, finalement c'est quand même une bonne idée, même si au bout de 18 mois, et la logique de Cisco qui est on va s'auto-cannibaliser pour justement la détruire, pour la reconstruire, il faut tout le temps avoir cette idée-là pour toujours aller pour moi, dans la vraie logique également d'innovation. Tu peux appeler ça une vision, mais dans le remettre quelque chose de nouveau, parce qu'une bonne idée, ça ne dure pas en fait. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui trouvera une autre bonne idée parce qu'il aura encore plus écouté le marché et il aura encore été plus à l'écoute des usages. Oui, et peut-être sur ce point, la question de la bonne idée, c'est un peu le Graal de l'innovation. Oui. Qu'est-ce qu'une bonne idée? Ce qui est intéressant, c'est de ne pas oublier qu'il y a des critères de qualité d'une idée qui peuvent être différentes en fonction des marchés à laquelle elle s'applique. Et je crois que c'est très juste de dire qu'à partir du moment où une idée va être jugée par son public, qui parfois est un public massif, dans ces cas-là, ce n'est pas forcément la meilleure offre technique qui va prendre le marché. Et on l'a vu notamment dans les premiers lecteurs MP3, par exemple. On a vu que ce n'étaient pas les meilleurs objets, les meilleures solutions techniques qui remportaient le marché. Voilà. Et paradoxalement, parfois, le standard de fait, il est inférieur à son optimum. Et du coup, la dimension culturelle, la dimension usage, la dimension appropriation, elle se révèle parfois assez cruelle. C'est pour ça que c'est important d'intégrer cette dimension, je dirais presque d'interculturalité, quand on va quand on va à la rencontre d'un public qui n'a pas forcément la même culture que la marque ou que le créateur. Oui. Un autre aspect nous on utilise beaucoup ça dans mon industrie, c'est le concept d'innovateur et de fast follower. C'est-à-dire que celui qui réussit à la fin, c'est pas forcément celui qui a innové le premier, ça peut être celui qui l'a suivi très vite et qui a mieux exécuté. En anglais, ils disent out executing. Hein, et ça, c'est quelque chose que, j'allais dire, c'est presque dans le DNA de Cisco. On n'est pas forcément toujours les premiers, mais en général, on réagit vite. Et le fait de réagir vite avec beaucoup de moyens et un investissement important, ça permet des fois de passer celui qui est arrivé le premier avec... alors, on peut considérer que c'est pas très sympa de faire ça, mais c'est le business et ça marche comme ça. Donc, moi, je voulais rebondir tout à l'heure quand on faisait la différence entre la créativité et l'innovation. Pour moi, l'innovation, c'est de l'exécution. Il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas de l'art, c'est de l'exécution. Et là, ce qui fait la différence, c'est l'exécution. C'est la capacité à construire un produit et à l'amener sur le marché de façon scalable, comme on dit en anglais. Donc, il y en a des idées et des bons produits, il y en a plein. Il n'y en a pas forcément beaucoup qui réussissent. Et ceux qui réussissent ne sont pas forcément ni les premiers, ni les tout meilleurs à un instant T. Ça peut être ceux qui arrivent sur le marché avec plus de force, qui arrivent sur le marché avec un go-to-market plus agressif, qui arrivent sur le marché avec un levier de partenariat et d'accès au marché plus important, et ainsi de suite. Donc ça englobe le tout, ça n'est pas que technologique. C'est ce que je veux dire. Justement, pour qu'une innovation soit bien emmenée sur son marché, Lionel, toi, c'est un peu ton métier d'accompagner les innovations. Qu'est-ce que tu inventes comme... En fait, dans un des points, en effet, ce n'est pas que technologique. À un moment, il y a quelque chose d'absolument affreux. Hein. C'est le marketing et la communication. Et bizarrement, vous pouvez avoir un très mauvais produit comparé à un très bon produit. S'il est mieux marketé, s'il y a une meilleure communication comparé à un autre, il s'en sortira mieux. Tu parlais des problématiques des lecteurs MP3. Je
pourrais parler de problématiques d'autres, beaucoup de marques qui, par un meilleur marketing et une meilleure communication, arriveront à mieux vendre leurs produits à un mass market. Ça ne marche pas du tout sur un marché de purs techniciens. C'est-à-dire sur un marché sur lequel je vais faire une analyse de spec, ça ne marchera pas du tout. C'est-à-dire que vous pouvez faire la meilleure communication que vous voulez, il y aura un vrai travail qui sera fait sur la véritable comparaison. Donc ça ne marche pas. Par contre, dès qu'on est sur le marché beaucoup plus grand public, c'est en effet la grosse différence, et c'est de réussir à fédérer ni plus ni moins qu'un grand nombre d'utilisateurs qui soient capables de recommander auprès d'autres utilisateurs. Et ça marche réellement, et c'est ce qui fait qu'à un moment, on peut faire réellement une différence entre, tu parlais de ces produits qui sont parfois moins bons, mais c'est le véritable intérêt, et de travailler énormément sur ces communautés parce qu'elles vont également permettre de faire évoluer les produits. Et ça, par contre, ça marche, peu importe le marché, puisque j'imagine que si vous le faites, peut-être pas à ampleur de gros public, mais on a toujours besoin d'avoir ces retours-là. Et toi, tu innoves également dans la relation client, et je sais que tu as une innovation qui est presque terminée. Qui devait être là, mince. Qui aurait dû être là. Ouais, à une journée près, c'est dommage. C'est trop triste. Non, en fait, c'est des petites innovations qu'on fait chez nous. Nous, on est une toute petite start-up, on est une petite société d'une 15-20 personnes. Mais on se pose toujours des questions sur comment réussir à faire rentrer la problématique du marketing social chez nos clients et comment apporter un petit plus. Un jour, j'ai un client qui est venu qui m'a dit, voilà, je suis organisateur de salons, d'événements, mais moi, les gens, ils ne tweetent pas avec OVH Summit ou ils n'en parlent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avoir ? Du coup, on est parti de cette simple problématique-là en se disant qu'est-ce que font réellement les gens sur les salons, quels sont les moments où ils sont le plus à même. Et on est réellement parti dans une vraie réflexion de partons de manière très simple et ne cherchons pas à prendre quelque chose de technologique. On est simplement venu à un seul point qui était sur les salons, le seul moment où les gens sont prêts à tweeter ou à parler, c'est dans les conférences ou au moment où ils prennent un café parce qu'ils ont du temps. Ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a réinventé une machine à café qui est connectée à Twitter. Alors, en fait, en soi, c'est hyper simple parce que c'est ni plus ni moins qu'un monnayeur digital. Sauf qu'au lieu de mettre une pièce de monnaie, je mets un tweet. Et en fait, on est parti réellement, en l'espace, là, c'est 1 mois et demi pour construire ça. Donc, c'est un prototype, par contre. Qu'on soit bien clair, la première version était comme ça il y a 1 an. Là, on en a refait une deuxième version qui marche réellement et qui va être fonctionnelle et qui va être industrialisée parce qu'on a justement réfléchi à l'ensemble de ces processus-là. Mais à la base, c'était ni plus ni moins que le croisement entre un besoin d'un de nos clients, qui était comment faire parler de mes espaces et de mes salons, et d'un deuxième qui était que font aujourd'hui ces utilisateurs sur les salons et de leur compréhension. Donc voilà, je pourrais en reparler, ou tu pourras en reparler. C'est dommage, ça s'est joué à 1 ou 2 journées. Sinon, elle était là. Elle aurait été bien là. Ça aurait été magnifique. On aurait tous pu prendre des cafés, ça aurait été génial. Parlons un peu maintenant de business model, Julien. Vous accompagnez des entreprises. À quel moment vous décidez de les accompagner dans leurs innovations ? Alors, en termes d'accompagnement, en termes d'innovation, ça dépend de la maturité qu'a l'entreprise vis-à-vis de l'innovation. Effectivement, si on prend des grandes institutions comme dans le domaine du ferroviaire, pour ne pas le citer SNCF, quand on a commencé à travailler avec eux, la question était comment se réinventer. Et c'était à l'époque pas porté par des leaders. Donc il y a eu un certain nombre de discussions et finalement la solution qui était la plus simple compte tenu des résistances internes, c'était de sortir complètement de l'organisation au préalable une structure, lorsqu'ils appelaient au départ lab, une structure pour réfléchir à toutes les sources d'innovation et la rencontre entre leurs clients, donc il y avait la notion du digital, donc on en parlait déjà en 2009, d'où l'émergence de Imagine TGV, de tous ces éléments-là. Donc si je reprends un peu de recul, ce qui est intéressant de la façon dont on accompagne nos clients en termes de business model, c'est avant tout, s'assurer qu'avant de parler de business model, c'est être sûr que l'innovation, ou du moins la vision de l'innovation, si je reviens sur ce que j'évoquais, elle est portée par des leaders. Donc leader, c'est la direction générale, parce que si elle n'est pas portée par des leaders, on va avoir du mal. C'est s'assurer également qu'on a des circuits courts de décision. Et des fois, c'est le sortir, un petit peu comme ce qu'a fait Pernod Ricard avec Breakthrough Innovation. Ils l'ont sorti. C'est ce qu'on voit avec, par exemple, New York Times, où ils ont sorti leur lab il y a quelques années. Donc, la sortie, c'est une première raison de réfléchir à comment innover, comment structurer. Et c'est souvent sur quelque chose de très agile. Si je reviens sur ce que vous évoquiez, plutôt une organisation en forme de start-up, nos limites, et puis on réfléchit à l'impact. Et on ne s'interdit rien et on bouscule
l'ordre établi. Et c'est vraiment, on s'interdit rien du tout. Ça, c'est le premier point. Et puis, au-delà quand on parle de business model de l'innovation, quand on est dans des grandes entreprises, il y a d'abord un premier business model, c'est-à-dire ce qui caractérise l'entreprise. Et puis, il faut quand même laisser un petit peu de place à d'autres petits business models, d'autres éléments qui vont créer de la valeur, qui vont apporter un plus à son utilisateur, à son client. Et vraiment, on est dans cette dynamique aujourd'hui où on le sort dans un premier temps, puis on le réintègre, et puis après on met en place, j'allais dire, un processus. Attention, hein, c'est mettre en place des outils. En aucun cas, c'est parce qu'on met en place des outils qu'on devient innovant. C'est pas comme une séance de créativité. Allez, vous avez 1 heure, on pourra mettre n'importe quel bon animateur, et vous avez 1 heure pour créer. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc c'est comment créer, j'allais dire, l'ensemble des ingrédients pour stimuler l'ensemble de la population, mais déjà en interne et également en externe. Et de s'appuyer sur un écosystème. Aujourd'hui, l'innovation, elle est à la rencontre, comme vous évoquiez, on a d'un côté une machine à café, de l'autre côté Twitter, deux mondes qui n'ont pas lieu de se rencontrer au préalable. Et c'est justement sortir des sentiers battus, faire rencontrer des gens complètement différents, des gens d'une technologie, de la sociologie, des designers, des gens de la biologie, et tout ça fait qu'ensemble, ça crée un écosystème favorable. Moi, je voulais juste prendre 2 exemples qu'on utilise chez Cisco, mais je pense qu'ils seraient applicables à d'autres. Ils le sont sûrement d'ailleurs. Il y a un premier qui est l'innovation technologique, purement technologique. Moi, je fais partie d'une équipe qui est l'équipe du Chief Technology Officer chez Cisco. Donc, on est en charge d'explorer et d'essayer de trouver des nouvelles technologies, de nouvelles applications des technologies existantes. Et un des mécanismes que l'on utilise, qui est assez intéressant, c'est le mécanisme de Tech Fund. Donc, en fait, on a en interne l'office, enfin le CTO, le Chief Technology Officer, en plus d'avoir des leaders engineering qui sont très pointus sur certains domaines. Il a un portefeuille, un carnet de chèques. On vient lui présenter régulièrement, alors il y a une espèce de comité, de panel qui se réunit de temps en temps. C'est fait de façon assez informelle et assez virtuelle. On lui présente une bonne idée. Si c'est une bonne idée, vous avez 50K $ pour aller l'expérimenter. Alors l'expérimenter, ça veut dire quoi? Souvent, c'est aller embaucher des développeurs, payer les coûts d'un développeur qui est dans une business unit, mais cette business unit ne pourrait pas nécessairement le mettre de côté ou s'en passer pendant 6 mois. En général, les tech funds, ça dure 1 an maximum. Il est arrivé qu'il soit prolongé, mais c'est assez rare. La plupart du temps, ça dure 1 an. C'est un coût de entre 50 et 200K $ pour faire un tech fund intéressant. Et en général, c'est une équipe, c'est une toute petite équipe, hein, un technical leader, 3 ou 4 développeurs, et ça suffit pour faire quelque chose qui soit démontrable, mais aussi que l'on puisse créer un produit derrière, pas simplement une idée. Donc ça, c'est une première méthode. Côté techno, ces gens-là, ils ne sont pas en charge de la partie business, ils sont en charge de la création de la technologie. On a aussi un autre mécanisme qui se marie assez bien et qui souvent se rencontre, en fait, qui est, chez Cisco, on fait assez peu de training traditionnel. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on met les gens en situation. Donc, si vous avez une population de contributeurs high potential, comme on dit, qui a besoin d'avoir un training sur, je sais pas, le développement de nouveaux business ou autre, en fait, on les met en situation, on leur donne un projet, ils travaillent sur le projet pendant 3 mois à raison de 1 jour par semaine ou à raison de quelques jours de temps en temps. Et à la fin du cycle de formation, en même temps qu'ils ont de la formation, et à la fin de ce cycle-là, ils présentent en fait à un panel d'exec le résultat de leurs travaux. Et souvent, c'est travailler sur des nouveaux business models, c'est comment amener une nouvelle technologie au marché, c'est comment disrupter une technologie existante. Voilà. Et donc, on se nourrit de ça pour, derrière, au lieu d'avoir des gens qui soient spécialisés, on utilise toute la force commerciale, mais pas que commerciale, technique et support, pour impliquer tout le monde et que ça fasse partie du DNA de l'entreprise. C'est peut-être pour ça que depuis 30 ans, on est capable de le faire et de le refaire. Oui, c'est une vraie culture, un vrai management de l'innovation totalement intégré dans l'entreprise qui permet d'arriver à des résultats comme ceux que vous avez chez Cisco. Oui, enfin, comme je disais tout à l'heure, on utilise le training pour faire ça. Ouais. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec... a priori, ce n'est pas le boulot du département training, mais il se trouve qu'en fait, il vaut mieux faire du training appliqué plutôt que de faire du training dans le vide. Et donc, voilà, on utilise ces mécanismes-là pour
pour nourrir toute la réflexion sur l'innovation en impliquant tout le monde. D'accord. Est-ce que l'un d'entre vous veut ajouter quelque... Oui, Julien. Alors, juste pour compléter, parce qu'on a évoqué la notion d'outils, de process. J'insiste dessus, c'est pas parce qu'on a un process qu'on sait innover, je préfère le redire. Mais effectivement, d'avoir tous les outils, alors qu'on peut appeler des challenges, qu'on peut appeler des hackathons, qu'on peut appeler, j'allais dire, de l'incubation, tous ces éléments permettent de stimuler. Mais là encore, j'insiste dessus, il faut absolument que ça soit impulsé et challengé, prioriser quand on a la génération d'idées et quand on a des bonnes idées, il faut savoir les prioriser. On ne peut pas mettre l'effort, comme vous évoquez, sur 8 idées en même temps, c'est pas possible. Donc il faut faire des choix, donc il faut être convaincu, et puis à un moment ou un autre, il faut trouver son marché. Et puis trouver son marché, c'est aussi créer quelque part de l'offre. Et ce qu'on essaye, nous, chez Ernst & Young, c'est d'essayer de sortir des sentiers battus nos clients, de façon à penser autrement, et vraiment s'entourer d'un écosystème et de ne pas rester seul de son côté, et très 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 agile. Décloisonner, alors j'enforce des portes ouvertes, hein, mais ça paraît si simple, mais décloisonner, faire travailler quelqu'un des ventes avec quelqu'un de la R&D, c'est le choc des cultures. Ouais, c'est le choc des... Ouais, moi je rebondis là-dessus, c'est une histoire de culture en effet. Pour travailler avec pas mal de cellules d'innovation R&D sur lesquelles j'ai beaucoup de tech en général à face de moi, cette culture d'aller chercher toujours plus loin, de détecter quelque chose de nouveau, je veux dire c'est inné. Par contre, à partir du moment où je vais parfois faire rentrer des gens du marketing, des gens du design, où on va tous les mettre autour d'une table, où les gens ont fait même des ventes, et au début ils vont tous se dire mais je comprends rien à ce qu'il raconte là à l'autre avec il développe, c'est pas mon métier. Et en fait, on se rend compte qu'à un moment, ces gens-là étaient cloisonnés justement parce qu'on leur a dit non, toi tu vends, toi tu fais de la communication, toi tu développes, toi tu fais de toi gribouiller avec ton, et puis ce sera sympa. Par contre, quand on les met autour de la table et qu'on leur explique une problématique cliente, bah, bizarrement, c'est très intéressant d'avoir les différents points de vue qui vont se mettre du coup au milieu de la table et du coup de se rendre compte comment les différents métiers vont réussir à se compléter pour réussir à trouver une idée. Est-ce qu'elle est bonne ou pas, ça c'est autre chose, mais réellement à construire une idée parce que les points de vue sont complètement différents et la problématique du client est complètement différente en fonction du coup des métiers. Et nous on s'en rend de plus en plus compte, parce que c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas, même nous c'est ce qu'on fait en interne, même chez nous, petite structure, c'est pas toujours simple, mais c'est la vraie problématique des cultures et je reste que tu te parlais de quelque chose qui était très important tout à l'heure, à mon sens, c'est à partir du moment où il y a un véritable appui du top management sur ces envies d'aller plus loin de construction, ça fonctionne. À partir du moment où il n'y a pas une vraie implication, donner une priorité à ce type de cellules, à ce type de développement, ça ne marche pas parce que moi, de ce que j'ai vu, je pense que vous en voyez beaucoup plus que moi, mais moi, de ce que j'ai vu, c'est en général, on les met au côté et on dit, allez, amusez-vous un petit peu, bon, on va repasser, on va voir vos idées, on va voir si c'était des bonnes idées ou pas. Mais finalement, c'est, bon, allez, amusez-vous et on regardera après. Et c'est absolument affreux parce que je l'ai vécu réellement sur un projet pendant 3 ans, et de voir un projet qui, grosso modo, n'est appuyé par personne, quoi. Donc c'est... et en effet, ils ont mis 3 ans à changer 4 fois le business model, à se dire, mais nous... Et voilà, et ça ne fonctionne pas, réellement. Bah pour conclure, je vais vous demander à chacun d'entre vous quelle est la principale idée que vous voudriez vraiment que tout le monde retienne ici aujourd'hui en un tweet. On innove. En un seul tweet sur 140 caractères, Ouais, je dirais allez, challenge. qu'il faut absolument hybrider. Il faut sortir d'une innovation in vitro, mais surtout, il faut hybrider avec l'utilisateur, parce que c'est lui qui fait le marché. Là, je dépasse, je crois. Je pense que c'est un peu long. Mais hybrider, on peut garder, c'est pas mal. Alors moi, je vais faire moins de 140. Pas hésiter à jeter. Cultiver la différence. Écoutez réellement tout ce que les clients peuvent raconter. T'as débordé. Écouter alors. Un grand merci à tous les 4 d'être venus et d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir supportés. Merci.